La troisième session, qui est modérée par Catherine Cretin, qui est conservatrice au Musée national de préhistoire aux Aésies de Taillac, haut lieu de la préhistoire. Et donc, elle est rattachée à l'UMR PACEA de Bordeaux. Et donc, elle a été avant archéologue à l'INRAP et puis au ministère de la Culture, au CNP, au Centre national de préhistoire de Périgueux. Donc, elle sait que je la connais bien depuis très longtemps et je suis ravi de lui donner la parole et la main. Bonjour à tous. Alors, cet après-midi, en fait, en deux sessions, on va aborder un seul thème, comment écrire l'histoire très ancienne, en particulier celle de certaines techniques dont la mémoire s'est perdue. Que faire des bribes qui subsistent, en particulier quand on travaille dans des régions où les chasseurs-cueilleurs ont subsisté très longtemps. Nos analyses, parfois jusqu'au cœur des matériaux, reconstituent des gestes précis et livrent une multitude d'anecdotes. Quels récits plus généraux restituer à partir de cela? Alors, ce matin, on a parlé de la création du concept préhistoire, des enjeux, des très nombreux enjeux qui ont sous-tendu et qui sous-tendent cette notion. On a vu combien ces enjeux étaient importants, multiples, inscrits dans plusieurs histoires différentes, dans des contextes et des histoires nationales un peu plus larges, un peu plus resserrées. Dans la deuxième session, on a eu des interventions qui parlaient de terminologie, de redéfinition, mais aussi de dépasser le cas par cas. Beaucoup aussi de comment, derrière la terminologie, c'est quel type de discours on peut proposer sur la préhistoire, en faisant très attention à un nombre de choses. Et on a aussi parlé à la fin de la première session du terrain. Et Nathalie Richard avait mentionné elle-même les vestiges dans le terrain, les musées qui se mettaient ensuite à conserver les éléments exhumés des terrains. Vous voyez où je veux en venir. Donc Nathalie elle-même avait mentionné le musée. Bruno a eu l'extrême gentillesse de faire plus que mentionner le Musée national de préhistoire des Aésies. Effectivement, si on veut retourner au fait, une fois qu'on a fait le terrain, si on ne peut pas retourner au terrain, mais même si on y retourne, on va quand même aller voir si c'est des terrains qui ont déjà été fouillés une première fois, on va quand même aller voir ce qui avait été récolté à la première opération de recherche archéologique. Donc, ces faits, en général, en archéologie, ce sont des objets, des traces, des choses parfois très peu matérielles. On va voir très rapidement avec l'intervention de Diego, mais ce sont des choses qu'on peut réinterroger. Si on y prend garde, si on fait attention à les conserver, on peut les réinterroger 10 ans après une première fois, 50 ans, 100 ans, quand on a de la chance, 150, etc., quand il y a des institutions qui se sont chargées de les conserver. Et ces objets sont donc un support de discours réactualisé. Ces objets, ça peut être le site lui-même. Je pense que ça sera plutôt le cas pour Diego, mais pour les autres intervenants, peut-être pas. Et il faut aussi dépasser leur matérialité et il faut justement construire des raisonnements et interroger de multiples disciplines pour pouvoir à chaque fois dire quelque chose de nouveau. Je vais laisser la parole au premier intervenant, Diego Garate, qui va parler de l'œuvre aux vestiges archéologiques dans les grottes ornées, un document unique pour connaître les sociétés du passé. Il a l'habitude de faire l'exercice difficile de faire le lien entre la paroi et le sol. Et Diego est rattaché à l'Université de Cantabrie en Espagne et c'est un découvreur renommé de nombreuses grottes du Pays Basque. À toi. Bonjour à tout le monde derrière votre écran. Avant de commencer, je voudrais bien sûr remercier l'organisation de cette belle journée. Malgré les circonstances historiques actuelles, c'est un vrai plaisir de savoir qu'on ne s'arrête pas et on fait face à l'adversité.
Bon, comme Catherine l'avait mentionné, moi je vais parler sur l'œuvre d'art comme vestige archéologique dans les grottes ornées. Pour nous, pour les préhistoriens, les dessins des grottes ornées paléolithiques ne sont pas que d'œuvres d'art. Elles sont en même temps des documents d'information historique et de manière plus spécifique, ils sont des évidents de caractère archéologique, comme beaucoup d'autres évidences. On peut analyser les œuvres elles-mêmes de manière, on dirait, individuelle, à travers de l'analyse formale, de la technique, mais comme évidence archéologique, on ne pourra que les comprendre insérés dans un contexte archéologique majeur. C'est de cette manière qu'il nous fournit des informations autour de diverses questions comme l'organisation, les discours iconographiques des grottes, l'interaction, les territoires géographiques et les dynamiques spatiales, la transmission de connaissances, le savoir-faire, l'apprentissage, ou même l'évolution, pas en termes biologiques, mais plutôt en termes des ruptures, des continuités, des changements dans le temps et même leur relation avec ou pas avec l'évolution du contexte des technocomplexes. Donc, enfin, ils vont nous aider à reconstruire les sociétés paléolithiques qui l'ont créé. Ces contextes archéologiques de l'art, il se compose de toutes ces actions nécessaires pour mener à bien la décoration pariétale. Alors, l'œuvre, ils font partie d'une approche intégrale d'études et qui est renforcée par l'expérimentation. En même temps, il faut bien conjuguer les caractères interdisciplinaires de la recherche avec cette approche holistique. De cette manière, cette analyse multiproxy, il va nous permettre d'établir des événements spécifiques dans le temps. Alors, on peut trouver un grand éventail d'évidences archéologiques dans l'intérieur des grottes ornées qui nous montrent des actions diverses menées par les sociétés humaines et qui pouvaient être étudiées par des différentes disciplines de recherche pour faire des inférences d'ordre historique. On peut mentionner quelques-uns. Par exemple, on a les surfaces qui sont thermiquement modifiées par la raréfaction, le charbon, les reçus des fumées qui nous parlaient de l'éclairage, de la progression spéléologique dans la grotte, même de la chronologie quand c'est datable. On a des traits laissés par la partie anatomique humaine ou animale dans les supports meules. Aussi des pressions des objets sur l'argile qui peut nous parler sur la paléodémographie, aussi sur la progression ou des pratiques rituelles. On a la destruction, la modification ou la réorganisation de la calcite ou de la roche en cassant de la grotte qui comme, par exemple, à la Garma nous parle de la division des espaces et des activités d'ordre un peu technique ou rituel. On a des approvisionnements des matières premières, et surtout des oxydes de fer ou de silex, mais il y a des autres qui nous parlent des champs opératoires artistiques. Et on a aussi beaucoup de matériaux qui sont déposés à l'intérieur de la grotte, qui sont oubliés des fois, qui sont cachés ou qui font partie des activités rituelles. Et, par exemple, quand on les trouve insérés dans les petites fissures des parois, et qui nous donnent aussi une information très, très riche dans des différents aspects. On a même pour la matière colorante, on a des fois des applications qui on dirait plutôt fortuites ou involontaires
et qui ne sont pas forcément liées au dispositif artistique même, et qui nous parlent de la progression dans l'intérieur des grottes, et de la chronologie et d'autres aspects de l'activité humaine dans les grottes. Alors, toutes ces pistes qu'on vient de mentionner de manière assez vite, il nous parlait d'une succession de chaînes opératoires parallèles et d'un investissement nécessaire pour aboutir dans l'œuvre d'art. Et c'est ça ce qui nous intéresse. Nous avons mis en pratique cette démarche de recherche dans la grotte de Atsura depuis 2015 qu'on avait trouvé l'art pariétal. Il se compose de plus d'une centaine de gravures magdaléniennes qui sont autour de 300 mètres de l'entrée de la grotte. Et on a déjà publié quelques articles pour ceux qui ne connaissent pas cette grotte. C'est une grotte qui se trouve à côté de la route, une grotte très connue, ouverte depuis toujours, et qui jusqu'à 2015, il a été vraiment très vandalisé. Vous voyez ici les artistes du XXe siècle, ceux qui sont peu dans l'intérieur de la grotte, mais heureusement, les artistes paléolithiques, ils ont choisi des lieux très cachés pour faire les gravures, l'art pariétal. Donc, il faut toujours escalader pour trouver cet art. Vous voyez ici deux exemples, une autre ici à droite, dans cette plateforme dont on va parler maintenant, avec 14 mètres du panneau orné. Vous voyez ici un culé de calcite argileux avec des critères d'ours, et ici un dessin de gravures. Le plus visible, peut-être, c'est cette cheval gravé, magdalénien. Ici, vous avez une autre salle, et aussi trésor, avec des frises, des gravures très fins, toujours avec des bisons, des chevals, dans le monde, on dirait, cantaro-pyrénéen du magdalénien. Et voilà, ici, on a cette plateforme, cet endroit est assez compliqué. C'était un vrai défi technologique pour nous parce que les gravures, elles sont très fines. La paroi, elle est très irrégulière. Et en plus, la localisation, ici, à 4 mètres d'alture, ça fait les choses un peu compliquées. Donc, on a développé un système de documentation 3D spécifique pour cette panneau, avec la photogrammétrie en lumière frontale et rasante. On l'avait déjà publié il y a 2 ans. Et on a réussi à avoir tous les panneaux. Pour l'instant, on a quelques figures ici à insérer. Maintenant, on a des demi-centaines de figures, on les a déjà mis. Et on arrive à avoir une documentation 3D assez précise. Vous voyez ici les chevaux. Et ici, on arrive à avoir tous les traits faits par l'artiste. Donc, notre exemple ici, en voquetant une vision frontale qui s'insère dans cette frise assez irrégulière, assez compliquée, avec un dessin de bouquetons dans cette même panneau de la plateforme. Même si la grotte elle est très vandalisée, on a retrouvé un contexte archéologique interne sur place assez riche, qui se compose de lames de silex, des foyers, des restes charbonneuses, des lames de silex avec des morceaux de charbon collés. Et voilà, on avait tout documenté, prospecté, fouillé, et on est en train de tout analyser. Et même grâce surtout à la photogrammétrie microscopique pour les traits gravés, d'un côté avec l'étude de traciologie des silex
combiné avec l'expérimentation. Bon, vous voyez ici la photogrammétrie des traits. On arrivait à faire les profils, les modèles du terrain pour chaque trait. Ça, on l'a combiné avec une expérimentation. On a répliqué les matériels qu'on a trouvés sur place et on a répliqué aussi les traits paléolithiques dans une autre grotte, pas archéologique évidemment, une grotte expérimentale. Et on est arrivé à faire la différence, à savoir les outils élus pour chaque trait dans chaque figure. Ça, on l'a fait avec Olivier Rivero de l'Université de Salamanque. Et en plus, on a fait une étude anthropologique avec María Ángeles Medina. On a plus de 100 charbons sur la plateforme. Vous voyez ici plus ou moins sur la photogrammétrie du sol la distribution de ces charbons, ces fragments de charbon. On a aussi 4 foyers qui se trouvaient sur la plateforme. Donc, on a fait toutes les études taxonomiques, taphonomie, dendrologie, pour mieux connaître ces charbons. Et on a fait durement pour connaître la température des foyers. Et on a fait aussi des micromorphologies pour connaître s'ils sont des événements uniques, ces foyers où il y a plusieurs repris. Et avec toutes ces données, ce qu'on a fait, c'est une expérimentation, des niveaux dans une grotte expérimentale, pas archéologique évidemment. Et là, on est arrivé à savoir combien ça dure les foyers qu'il a à Tsura. On est arrivé aussi, on a fait des répliques des torches avec une duration. Vous voyez 5 exemples ici, avec celle qui avec une duration plus large, c'est 1 heure. Et on a aussi les ranges d'action de la lumière et la température, toutes ces données qui nous permettent de reproduire les systèmes d'éclairage utilisés dans la grotte d'Atsura. Même avec ces données qu'on a récupérées avec l'analyse anthropologique, on a pu faire un calcul avec les sujets de la visibilité des soldats. Et la distance et la position nécessaires pour les voir en fonction de ces torches expérimentales. Vous voyez ici l'exemple de cette plateforme de chevaux. Et tout ça, on l'a publié dans le cadre de la thèse doctorale d'Iñaki Inchaurbe. En même temps, on a fait une expérimentation avec plus de 20 spéléologues et qui ont rentré dans la grotte expérimentale avec des torches similaires aux torches paléolithiques et pour mesurer la motricité, le temps et l'effort nécessaire pour traverser dans l'endroit endokarstique comme les galères, comme les chatières, les escalades et les galeries horizontales. On a fait différents types de traverses dans la grotte. Et comme ça, on a réussi à trouver les routes optimales souterraines à travers le sujet des niveaux. Et aussi, on est arrivé à quantifier la difficulté d'accès dans chaque panneau orné. Et en plus, c'est une méthodologie qu'on peut utiliser dans n'importe quelle grotte. C'est tout est informatisé avec des scripts sur sujet, sur ArcGIS. Donc, on peut l'appliquer partout. Ça, vous voyez ici, en vert, ce sont les entités graphiques, en bleu, la route optimale, le souterrain, et en noir, le contexte archéologique, les charbons, les silex, etc. Et donc, ça, on vient justement de le publier il y a quelques jours. Et évidemment, toutes ces études liées au sujet, on les a fait après une reconstruction géomorphologique de la grotte et pour mieux connaître, pour reconstruire les paysages souterrains et magdaléniens. Donc, comme conclusion, dans cette plateforme ornée de Atsura, nous avons identifié un événement particulier dans le temps, dans cette plateforme
gravée, nous avons défini et quantifié toutes les ressources qui l'ont rendu possible et que toutes ces investissements que les paléolithiques ils ont fait. Et alors, comme ça, on pourra déduire les décrets de planification, des complexités des actions de cet événement spécifique. Et on pourra aussi caractériser la société en termes d'organisation et même de hiérarchisation et qui a réalisé cet investissement. Donc, voilà, avec cette approche, on dirait, quantifiable, on croit que nous pouvons bien sûr faire de l'histoire avec la préhistoire et d'arriver à caractériser des événements très très précis dans le temps. Et donc, ça, on l'a fait tout, on est en train de le faire dans le cadre d'un projet, vous voyez ici, et qui vient de démarrer il y a très peu, et c'est notre ligne actuelle de recherche. Voilà, c'est tout. Merci Diego pour ta présentation. Ça nous donne une bonne idée de ce qu'on peut faire dans une partie, une section d'une grotte ornée qui est pas trop mal conservée. Une très bonne idée aussi de l'appel à une multitude de disciplines différentes. Je pense qu'on va en avoir une autre illustration avec l'intervention de Ina Reich qui va parler donc, qui va faire une présentation qui s'appelle « Au-delà des analyses physico-chimiques des objets préhistoriques, relation entre matières premières, style et fonction, ainsi que séquences de gestes ». Alors, Ina Reich, elle est directeure de recherche au CNRS, elle est rattachée à l'Institut de chimie de Paris et au C2RMF, et à l'UMR 82-49, non 7, pardon. Ina, c'est à toi. Bonjour à tous, merci Catherine de cette présentation et je suis très contente de pouvoir participer à cette journée très intéressante où j'apprends beaucoup de choses. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez bien et je vais essayer de partager l'écran. Voilà. Est-ce que ça marche? Vous voyez mon écran de présentation? C'est bon? Vous pouvez la... Ça marche très bien. Ok, ok. Voilà, donc je suis très honorée de pouvoir vous présenter lors de cette journée quelques travaux donc, qui illustrent un peu ou qui sont censés illustrer l'apport des analyses physico-chimiques pour mieux comprendre les objets préhistoriques et leur contexte. Donc je m'excuse déjà au début, donc si au niveau de la terminologie, alors, ce matin j'ai assez impressionnée par les discussions aussi, ce n'était pas très précis, donc il faut m'excuser, moi je suis physico-chimiste à la base, donc je pense que j'ai des notions de préhistoire, mais voilà, donc on a quand même on vient de différentes disciplines et donc on a peut-être aussi des compréhensions différentes des termes. Donc l'idée aujourd'hui de cette présentation, à travers donc, deux cas d'études ou deux anecdotes, je voulais vous montrer, ou je pense qu'on peut montrer qu'il y a quand même un grand potentiel dans les analyses pour mieux comprendre les gestes, ou pour contribuer à la compréhension des gestes et au savoir-faire des hommes préhistoriques. J'avais choisi, on a travaillé sur différents objets et contextes préhistoriques. J'ai choisi donc deux sujets, un qui porte sur l'analyse, l'étude des perles rectangulaires des sites français gravétiens, et l'autre, ça porte aussi sur l'étude d'une grotte ornée. Je voulais prendre Rouffignac, la grotte Rouffignac, et nos résultats qu'on a pris comme exemple. Peut-être j'aurais dû inverser les deux, mais bon, là, je regarde mon plan, parce que sinon, voilà, je suis un peu perdue. Voilà, donc le premier projet, donc, comme vous voyez, je fais cette présentation, mais c'est toujours un travail d'équipe entre préhistoriens, archéologues, géologues, physiciens et chimistes et parfois biologistes et géologues, je ne sais plus, voilà. Donc on s'est intéressé à un moment donné, essentiellement lors d'un programme ANR Madapka, en fait on s'est intéressé à une période de gravicien final en France, et il y a 4 sites français où on connaît, selon ce que je sais,
vestiges de cette période-là. Donc, c'est l'Abri-Pato, le site Laugerie Haute-Est, les Perrugues et le Bleu. Et en fait, 3 de ces sites, ils ont en fait livré des perles assez caractéristiques, assez standardisées, rectangulaires. Et donc, on s'est posé la question, en fait, est-ce que ces perles, ces caractéristiques, comment ces perles ont été fabriquées et est-ce qu'il y a une relation entre la forme, le type de perle d'utilisation et la matière première utilisée pour ces perles. En fait, le site où on connaît, ou en moi en tout cas, j'ai connu les plus d'informations sur le contexte archéologique de l'Abri-Pato, parce qu'il a été refouillé récemment par l'équipe du Muséum d'histoire naturelle, notamment Laurent Ciotti et Ronan Mespoulé ont travaillé là-dessus. Donc, à côté des perles, donc, on a retrouvé des milliers de pièces archéologiques et aussi surtout des restes humains, plein d'objets exceptionnels, dont les perles. Et en fait, donc, on se pose des questions sur ces objets exceptionnels, leur dépôt intentionnel ou non, et sur la relation avec les squelettes humains. Donc voilà, ici une carte où on voit qu'en fait, la majorité des perles, à peu près 80 de ces perles, ont été retrouvées à côté d'une sépulture humaine. Et donc, quand on regarde ces perles d'un peu plus près, donc on voit que ces perles sont assez standardisées. Ils ont quasiment toutes la même taille d'un centimètre en longueur à peu près. Ils sont rectangulaires. Il y a une face plutôt plane et une face arrondie. Il y a une perforation au milieu. Et il y a en fait, cette perforation, elle est faite préférentiellement d'un côté par rapport à l'autre. Quand on regarde les autres perles très très similaires qui ont été trouvées à l'abri de Pérou, on en connaît 26. Là, en fait, les collègues ont proposé que ces perles n'ont pas été faites avec des ivoires de mammouth, mais avec du bois de renne. Les perles sont similaires, mais pas exactement pareilles. La taille est similaire, mais au niveau de la forme, en fait, il y a 2 faces arrondies, il n'y a pas une face plate et une face arrondie. Et en fait, la partie centrale, en fait, la perforation est symétrique et elle n'est pas incisive. Et le 3e site où on connaît une telle perle, après on connaît aussi en dehors de la France, mais nous on s'est concentré sur les sites français qui ont trouvé ces perles. C'est le bleu, donc cette perle elle est conservée au Inde. Et en fait, les collègues ont proposé qu'elle était faite à partir du bois de renne. Et elle est un peu plus grande, mais sa forme correspond plutôt aux perles qu'on a retrouvées à l'Abri-Pato. Donc, de cette comparaison, on s'est posé la question. On se dit que c'est très intéressant, comme il y a différentes propositions, hypothèses de matières premières à partir de laquelle ces perles sont censées être faites. Donc, on se posait la question si, en fait, il y a un moyen d'identifier les matériaux, parce que c'est vrai pour ces petits objets altérés, travaillés, c'est quand même pas évident de reconnaître si c'est de l'ivoire, de l'os ou du bois de renne. En fait, de l'os, on arrive quand même bien à le discriminer, mais la question, si c'est du bois de renne ou de l'ivoire de mammouth, ça, c'est pas évident, sans d'autres outils. Et après, on voulait aussi aller un peu plus loin d'un point de vue archéologique, à partir de si on peut déterminer la matière première, est-ce qu'on peut aussi établir une relation entre la forme et l'utilisation de ces photogravures. Donc, comme c'est des objets assez rares et précieux, donc nous essayons généralement d'effectuer des analyses non invasives. Et pour les matériaux osseux en général, les analyses par faisceau d'ion, comme on peut les faire au C209 à Aglaé, se sont révélées assez performantes. Donc, on fait en fait plusieurs méthodes avec l'accélérateur de particules. On a fait l'émission de rayons X par un faisceau de photons et l'émission de rayons gamma. Et ça a permis d'identifier des éléments majeurs, mineurs et traces des objets osseux. Et en fait, l'ivoire, le bois de renne et l'os, ça se différencie au niveau de la composition, au niveau des éléments mineurs, quand les objets sont bien
conservé et donc on peut l'utiliser pour identifier la matière première. Donc on a établi une base de données basée sur des objets récents et plus ou moins anciens venant du musée, de différents sites. Et on a vu effectivement pour l'ivoire moderne, on peut différencier de l'os moderne et du bois de renne moderne parce qu'en fait il y a une teneur beaucoup plus élevée en magnésium par rapport au calcium. Mais quand on regarde notre base de données, malheureusement, ce magnésium, ce marqueur, en fait, il est perdu lors de la diagenèse, lors de la taphonomie de ces objets. Et comme souvent pour les périodes paléolithiques, les objets ont été enfouis. Donc, en fait, leur composition chimique change. Et en fait, il n'est plus possible d'utiliser simplement ce marqueur. Et aussi, le fait de ne pas identifier du magnésium dans un ivoire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas paléolithique. On se dit que peut-être sur un même site, les phénomènes d'altération sont similaires. Donc, nous avons analysé des objets de référence venant du site de l'abri Pato, donc des fragments d'os, de bois de renne d'ivoire identifiés. Et on a comparé leur composition chimique par rapport aux perles, notamment, donc on a regardé le rapport magnésium sur calcium. Et malheureusement, en fait, quand on regarde, donc on arrive à identifier l'os ou séparer des fragments d'ivoire et des fragments d'os et de bois de renne qu'on a identifiés, mais toutes les perles quasiment que nous avons analysées, elles tombent entre les deux groupes. Donc par ces moyens-là, il n'était pas possible d'identifier la matière première des perles. Donc il fallait trouver d'autres alternatives. Donc il y a différentes façons. Il y a des façons invasives, notamment en microscopie électronique. Mais comme on cherchait en fait des outils analytiques non invasifs, on s'est tourné vers la microtomographie. Je pense que tout le monde connaît très bien. Là, il fallait une source de rayons X assez brillante pour faire ces analyses en microtomographie parce qu'on voulait une résolution spatiale très très importante de l'ordre du micromètre ou même en dessous. Et donc, on s'est tourné vers la microtomographie X au synchrotron. Et ces analyses ont été faites à Berlin. Donc, les perles ont été transportées à Berlin, ont été montées dans un tube en captant. Donc, elles n'ont pas été coupées, elles n'ont pas été touchées, elles n'ont pas été abîmées pour ces expériences. Et après, il fallait aussi établir un référentiel. Donc, on a étudié des références modernes d'os, d'ivoire et de bois de renne. Et on a pu identifier dans la microstructure des faciès caractéristiques des différents matériaux osseux. Donc, pour l'os moderne et l'ivoire moderne, c'est assez simple. Mais pour les périodes paléolithiques, on sait que les objets ont été altérés. Donc, il fallait vérifier que ces marqueurs sont conservés au cours du temps. Donc d'abord, on a analysé de l'ivoire et du bois de renne bien conservé qui venait d'un milieu permafrost en Sibérie. Et sur ces deux sections virtuelles, donc ce n'est pas coupé, c'est vraiment la reconstruction virtuelle des analyses en tonneaux qui permet de voir ces images. Et on voit que sur AA, donc c'est l'antler, archaeological antler, donc c'est le bois de renne de Sibérie, on voit la structure des ostéons caractéristiques de l'os et du bois de renne. Après, c'est un peu plus délicat de différencier entre l'os et le bois de renne, mais en tout cas, ces ostéons sont assez caractéristiques. Et par contre, à côté, à droite, vous voyez donc une section virtuelle d'un ivoire archéologique permafrost, où on voit l'absence de ces ostéons. Donc, il est possible, donc même pour les périodes très très anciennes, de conserver ces faciès microstructurés qui permettent de différencier les matériaux. Et on a appliqué ça à du matériel provenant du site de l'abri Pato. Et on voit qu'effectivement, l'os et le bois de renne avec les ostéons premiers et secondaires peuvent être bien discriminés de l'ivoire paléolithique. On voit quand même des minéraux secondaires, on voit des altérations, mais les faciès caractéristiques de matière osseuse restent visibles sur ces sections virtuelles. Et après, donc, un résultat qu'on a obtenu sur une des perles de Pato, donc je vous rappelle, c'est des perles avec une face plane et une face arrondie. Et je pense qu'il y a des artefacts qui sont liés au fait qu'on doit tourner l'objet pendant les expériences, mais vous voyez bien qu'il y a absence d'ostéons.
Donc, en fait, quand on a un matériau, ça doit être qui ressemble beaucoup à l'ivoire. En fait, on peut même agrandir un petit peu. Donc, vraiment, là, avec une taille de voxel d'un écran, on devrait voir les oscillants, on ne les voit pas. Donc, on est assez sûr, avec le contexte aussi, que ça doit être de l'ivoire de mammouth. Donc, pour la plupart des perles de bateau, on en a analysé une dizaine. À part une, en fait, elles ont toutes été faites à partir d'ivoire de mammouth. La perle de bateau qui fait exception, en fait, là, je vous montre aussi une section virtuelle. Vous reconnaissez, je pense assez aisément, en fait, on voit les ostillons. Ça, ce sont des ostillons premiers. On a comparé à de l'os et du bois de Rennes plus finement avec les collègues de l'Institut Max Planck pour les colloïdes et les interfaces. Et en fait, ces collègues nous ont permis qu'il s'agit vraiment du bois de Rennes. Donc, une des perles qui fait aussi exception au niveau de sa forme, elle est faite non pas en ivoire, mais elle est faite à partir de bois de Rennes. Qu'en est-il des perles des autres sites? Là, je vous montre le site d'Hublot. Je vous rappelle, cette perle a été identifiée en tant que perle en bois de Rennes, mais les analyses en tomographie montrent l'absence d'ostillons. Donc, en fait, cette identification n'est pas correcte. Donc, ça, elle est faite aussi à partir du bois de mammouth, et ça coïncide avec ce qu'on a vu à Pato, parce que c'est une perle où on a une face plane et une face arrondie. On a une perforation préférentiellement d'un côté, avec aussi l'incision de ce côté. Et les résultats pour le troisième site, donc les perrugues. Là, la proposition de la matière première, c'est du bois de Rennes, et effectivement, les analyses en microtomographie ont permis de confirmer cette identification. Donc, il s'agit bien de perles en bois de Rennes. Et ce qui est intéressant, donc ces perles qui ont une forme légèrement différente, il y a une perforation symétrique, elle est arrondie de côté, donc sa forme correspond exactement à la seule perle en bois de Rennes qu'on a trouvée à Patou, qui avait la même forme, avec les deux faces. Donc pour ça, je pense que ça reste l'identification des matériaux, mais qu'est-ce que ça veut dire après pour l'utilisation? Donc on a vu que ces analyses ont montré qu'il y a une relation entre la matière première et la forme de la perle. Et après, nous avons une proposition aussi qu'éventuellement, il y a une utilisation différente de ces perles. Par exemple, les perles des perruques, où il y a les deux faces arrondies, elles sont aussi plus fines au centre où il y a la perforation. En fait, mon collègue Jean Roudière et aussi les autres historiens, je pense, ils ont fait une reconstitution et ils pensent qu'en fait, les perles, quand on les monte en collier, elles se mettent en, je pense qu'on appelle ça en quinconce, et donc on pense qu'éventuellement ces perles ont été portées. La situation est différente pour les autres perles de l'abri bateau, pour la plupart des perles en ivoire. En fait, quand je suis allée à Vienne, au musée de l'histoire naturelle à Vienne, il y a aussi un site en Autriche où il y a ces perles-là. Et là, des archéologues ils avaient fait une autre proposition comment ces perles ont été utilisées. Mais en fait, je pense que les perles de l'abri bateau ont été cousues sur les vêtements ou sur les fourrures, je ne sais pas très bien, sur les vêtements. Et en fait, comme il y a aussi cette incision, ça pourrait être une explication pour leur utilisation. Donc, je trouvais que ça, c'est un petit exemple. On a eu besoin d'une méthode assez sophistiquée, mais qui montre que pour le gravicien, en fait, pour ces paires-là, il y a vraiment une correspondance entre la matière utilisée d'ivoire, la forme et l'utilisation, et de l'autre côté, des perles en bois de Rennes, leur forme et leur utilisation. Donc ça, c'était le premier exemple. J'espère qu'il était convaincant. Et maintenant, je passe à une autre étude que nous avons fait aussi. Nous avons débuté aussi dans le cadre du programme AMR Manaka, mais que nous avons poursuivi après dans le cadre de la thèse de Marine Gay, en collaboration avec Frédéric Passard et Jean-Jacques Lemaire aussi. Et en fait, nous avons développé des outils, non seulement pour pouvoir travailler en laboratoire, mais pour pouvoir travailler sur le terrain. Et mon collègue Théo Barat l'a déjà montré. Donc maintenant, on
dispose d'outils extrêmement performants pour aussi réaliser des recherches sur le terrain. Et donc, on est allé à la grotte Tréfilien. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'introduire cette grotte ici. Et voilà les différents dessins noirs qu'on y retrouve donc sur le grand plafond, la frise des mammouths et la frise des rhinocéros que nous avons étudié précisément, plus particulièrement. En fait, généralement, quand on fait nos analyses, on le fait dans un contexte, on l'intègre dans une démarche en fait pour répondre à des questions. Donc là, en fait, il y a une étude qui a été réalisée par Jean et Frédéric Plassa et d'autres personnes qui ont regardé d'un point de vue stylistique. Ils ont regardé aussi des superpositions des figures. Et nous, on pensait que c'était intéressant justement de confronter les différents types de résultats. Donc à la fois l'analyse stylistique, l'analyse ou l'étude des superpositions, et de confronter ces résultats à nos analyses chimiques. Et est-ce qu'on peut confirmer les groupements qui ont été faits, ou est-ce que par les analyses, on peut avoir d'autres informations plus en détail sur les gestes, la réalisation de ces dessins. Pour les différentes hypothèses, voilà, je pense que c'est assez évident, les frises, elles sont assez homogènes, et donc on pense qu'il y a un groupe qui a réalisé ces dessins lors d'un processus de création assez homogène, mais ça se distingue très nettement en fait du grand plafond où il y a 65 figures où on ne reconnaît pas vraiment d'organisation dans les figures. Et comme ce sont que des figures noires, à l'œil nu, en fait, on ne différencie pas les tracés. Il est extrêmement difficile de différencier les figures. Donc, avec l'équipe, avec un petit équipement portable, la fluorescence X, nous sommes allés, je pense qu'on a fait 5 ou 6 missions de quelques jours dans la grotte. Donc, vous imaginez, c'est quand même assez lourd de travailler. On fait peut-être une trentaine d'analyses par jour. Et donc, petit à petit, on a accumulé environ 200 résultats sur ces figures-là et surtout sur le grand plafond. Ce qui est difficile quand on travaille in situ par rapport au laboratoire, quand on a un échantillon, c'est toujours plus facile, mais quand on travaille sur la paroi, en fait, lors des analyses, il faut tenir compte, on a toujours un signal de la paroi mélangé au signal de la matière colorante. Donc, il faut distinguer ce qui vient de la paroi de ce qui est dans le pigment réellement. Et pour les tracés noirs, en fait, on a eu beaucoup de chance parce qu'en fait, quand vous voyez les deux spectres de fluorescence X, ils se distinguent assez nettement. Il y a du calcium dans les deux, mais dans la matière picturale, dans la matière noire, il y a du manganèse, du fer et du barium qu'on ne trouve quasiment pas dans la paroi. Donc, on a en fait des signaux assez caractéristiques du pigment qui nous permettent, donc, à travers un diagramme ternaire, de représenter la composition chimique des figures et de les comparer pour toutes les analyses. Donc là, c'est un résumé pour ce diagramme ternaire. Mais en gros, on retrouve 3 groupes de pigments noirs différents. Donc, c'est des oxydes de manganèse. On n'a pas trouvé de traces de carbone, donc il n'y a que du noir ou manganèse. Donc, il y a un noir, c'est le groupe 1 qui est assez pauvre en barium, donc c'est un oxyde de manganèse assez pur. Après, on a un groupe intermédiaire avec une teneur en barium autour de 10%. Et après, il y a un troisième groupe d'oxyde de manganèse très riche en barium. Vous voyez que la teneur en fer est assez variable, et ça, c'est dû au fait que dans la paroi, il y a aussi du fer, ou dans l'oxyde de manganèse, il peut y avoir aussi du fer mélangé. Donc, en fait, les deux éléments discriminatifs du pigment, c'est le manganèse et le barium. Donc, quand on compare donc, les différentes données qu'on a obtenues sur la frise d'Imamout et le grand plafond, on voit sur le grand plafond, on a 3 groupes.
Par contre, la frise de dimamout, on a un type d'oxyde de manganèse, c'est assez cohérent par rapport à l'étude stylistique et l'étude préliminaire. Et cette frise de dimamout, la composition correspond au groupe 2 du grand plafond. Pour la frise des rhinocéros, c'est similaire, donc c'est un ensemble assez homogène avec un type de composition. Et cette fois-ci, ça correspond au groupe 3 du grand plafond, donc c'est un oxyde de manganèse très riche en barytes. Et juste très rapidement pour montrer en fait que cette discrimination, cette distinction des trois groupes, ça a été aussi confirmé par d'autres analyses en diffraction des rayons X, donc c'est une autre façon, et en Raman aussi, qui permet donc d'identifier les phases d'oxyde de manganèse. Et par ces analyses-là, nous avons pu donc bien discriminer, confirmer les groupes qu'on avait identifiés. Donc, le groupe 1 pour barium, c'est la pyrolusite. Groupe 3, très très riche en barium, c'est la romanchite. Et le groupe intermédiaire correspond à un mélange des deux. Donc ça, c'était assez encourageant. Et donc, juste pour finir, voilà un résumé donc, de l'ensemble des données qu'on a, donc à la fois stylistique, en superposition et en composition chimique. On a superposé ces informations. Les trois groupes sont représentés en noir, en vert et en jaune. Et on voit que le grand plafond, donc on retrouve ces trois groupes de pigments. Il n'y a pas vraiment de... Ça, à première vue, ça ne nous aide pas beaucoup à avancer, mais quand on regarde un peu plus près, on voit quand même, par exemple, les bulletins 103, 104, 106 et 110, c'est un groupe et c'est comme s'il y avait une petite frise là. Donc, il y a des sortes de sous-ensembles qu'on peut mieux différencier. Et après aussi, quand on regarde plus en détail, on peut relire ou corriger en fait la lecture de certaines figures. En fait, par exemple, quand on regarde la figure 113 et 114, donc c'est un bulletin et un bison. Au départ, en fait, les pattes les pattes ont été attribuées au bulletin, mais les analyses nous ont montré qu'en fait, les pattes correspondent aux pattes du bison. Donc, il y a une correction à faire de ce point de vue-là. Il y a d'autres exemples comme ça. Et quand on n'a pas l'information chimique, on ne peut pas exactement lire cette figure correctement. Et après, un autre exemple assez intéressant, je trouve, à discuter, justement pour un peu mieux comprendre le processus, comment ce plafond a été créé. Donc, c'est des premières idées. On pense que c'est un petit groupe qui a réalisé ces dessins. Le laps de temps, on n'en a pas trop d'idées, mais quand on regarde par exemple ces détails, ces deux mammouths et ces deux chevaux, 81, 86, 85 et 84, quand on regroupe toutes les informations, donc d'un point de vue stylistique, il y a les deux mammouths ensemble, les deux chevaux aussi, au niveau de leur composition chimique aussi, mais après, quand on regarde la superposition de la figure, on s'aperçoit qu'en fait, les deux mammouths et les deux chevaux ne peuvent pas être faits en même temps. Donc, pour nous, c'est un artiste a fait le cheval 85 avec une matière colorante. Pendant ce temps-là, un autre artiste a fait le mammouth 81 avec une autre matière. Et après les deux, l'autre, il a fait le deuxième mammouth sur le cheval 85 et l'autre, il a fait le cheval 84 sur le mammouth 80. Donc, pour nous, c'est un petit détail qui montre que peut-être il y a un petit groupe avec différentes matières qui a fait dans un laps de temps relativement court cette idée. Et donc, il y a d'autres exemples que je pourrais vous montrer, mais je vais m'arrêter là pour vous dire qu'on a étudié dans des conditions un peu difficiles, vraiment beaucoup de représentations à Orfignac le plus possible. On a pu identifier trois types de matières colorantes. Je pense qu'à travers ce croisement d'études stylistiques, de la superposition et l'analyse chimique, on a vraiment pu montrer que c'était intéressant de combiner ces approches et qu'on a des moyens in situ maintenant de faire des analyses de ce type dans les grottes. Et actuellement, donc, on aimerait
continuer ce type de recherche dans une autre grotte à fond de dune sur en fait des peintures beaucoup plus complexes, mais avec aussi des moyens plus en combiner différents secteurs. Et en conclusion générale, voilà, donc j'espère que je vous ai montré à travers de ces deux exemples qu'on peut en apporter avec l'analyse physico-chimique des informations sur la matérialité des vestiges et donc avoir des informations qu'on ne peut pas voir à l'œil ou avec les moyens classiques sur les gestes et savoir-faire des gens préhistoriques. C'est extrêmement important et il faut la communication entre les différents collègues, donc que cette approche soit parfaitement intégrée pour ne pas justement identifier les choses qui sont évidentes pour les collègues, poser les bonnes questions et développer ensemble des bonnes stratégies d'études et de recherche. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Ina, pour cette présentation. Pour cet effort de pluridisciplinarité aussi, hein, pas dans le sens archéologue, spécialiste des matériaux, mais dans le sens spécialiste des matériaux vers les archéologues. On vient de voir deux exemples de gens qui se sont penchés sur une étude hyper fouillée, soit d'un site, soit d'une catégorie de vestiges, des pigments ou une perle, ou des perles. Là, la prochaine présentation est celle de Vincent Delvigne et d'une bonne dizaine d'autres personnes en fait associées à sa présentation. Vincent ne pourra pas intervenir lui-même, il a préenregistré sa présentation et sa voix. Vincent Delvigne est actuellement au service archéologique, service de préhistoire de l'Université de Liège, en Belgique. Mais il a fait sa thèse à Bordeaux. C'est un spécialiste de des études des matières premières lithiques. Et on aura un exemple un petit peu différent cette fois-ci, c'est comment on approche la notion d'espace géographique. Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ce colloque à m'avoir invité à présenter nos travaux sur les modélisations réticulaires des comportements techniques et spatiaux des collectifs préhistoriques. Ces recherches sont l'œuvre d'un travail collaboratif et interdisciplinaire construit depuis une dizaine d'années dans le cadre de différents projets, dont certains sont encore en cours. Lors de cette journée, Que faire avec la préhistoire, nous tâcherons de préciser comment les nouvelles analyses en pétroarchéologie et leurs implications en archéologie permettent de questionner les notions de territoire, de frontières et plus loin de jeter un regard critique sur nos manières de traiter les données. La pétroarchéologie est un champ de recherche qui étudie la composition et l'origine des matériaux lithiques retrouvés sur les sites préhistoriques. Elle se situe donc entre géologie et archéologie et fournit des résultats qui contribuent à une meilleure compréhension des comportements économiques et spatiaux des collectifs passés. La pétroarchéologie a donc deux principaux intérêts en archéologie. 1. La reconstitution des systèmes techno-économiques par le biais d'approches croisées de type pétro-techno-typo-fonctionnel ou PTTF, tel que récemment formalisé par l'un d'entre nous. Et 2. La mise en évidence des lieux d'approvisionnement qui permettent de considérer les espaces fréquentés et exploités, et donc la circulation de différents types d'acteurs, humains ou non humains. Ces recherches, longtemps considérées comme une annexe des analyses typotechnologiques, font l'objet depuis une dizaine d'années d'une véritable dynamique sous l'impulsion d'un renouveau conceptuel et méthodologique développé par plusieurs d'entre nous. Les PCR réseaux de lithothèque, aujourd'hui en place en Auvergne-Rhône-Alpes, en Centre-Val de Loire, en Nouvelle-Aquitaine, en Île-de-France, en Occitanie et bientôt en Bourgogne en sont les principaux témoins. Ceux-ci sont construits sur un modèle similaire en 5 axes. 1. La révision des lithothèques régionales et la réalisation de prospection selon des normes harmonisées et communes. 2. Le développement méthodologique et analytique à partir de matériaux particuliers, comme par exemple les silex campaniens dits du Bergeracois ou les silex turoniens dits du Grand Bressigny. 3. La cartographie des formations à silicite et la mise à disposition des données en open access des shapefiles. 4. La formation des étudiants et des professionnels de l'archéologie aux nouvelles méthodes de la pétroarchéologie. Et enfin 5. Le soutien aux opérations archéologiques en cours.
Ces différentes initiatives sont groupées depuis 2019 au sein du GDR SILEX, qui a pour vocation de faciliter les interactions interrégionales et de diffuser les pratiques harmonisées en France comme à l'étranger. Donc, le matériau privilégié des études pétro-archéologiques, sur lesquelles s'appuient en fait en grande partie les modélisations technospatiales, sont les silicites. Ce terme désigne l'ensemble des roches, à l'exception des grès, ayant subi une silicification d'origine chimique, biochimique ou diagénétique. Elle regroupe donc les silex vrais, qui sont des silicifications épigénétiques à cortex, le chert, qui sont des imprégnations siliceuses aux limites floues, les silcrètes, qui correspondent à des silicifications en milieux continentaux, et les silices hydrothermales, qui sont des silicifications induites par la circulation de fluides hydrothermaux sur les marges des bassins sédimentaires. Ce terme permet de s'affranchir de celui de silex, ou flint en anglais, dont le sens est sujet à controverse et incompréhension s'il est employé par les géologues, les pétrographes, les sédimentologues ou encore les archéologues. Alors, toutes ces roches ont pour trait commun de posséder une matrice constituée de différentes phases ou polymorphes de la silice. On y trouve ainsi en quantité variable des quartz automorphes ou non, des silices fibreuses comme la quartzine ou la chalcédonite, ou encore de l'opale. Ces phases sont plus ou moins développées, se sont mis en place à des moments distincts de la vie de la silicite et révèlent une histoire complexe de ces matériaux, comme nous allons le voir un peu plus loin. En plus des grains constitués dans la matrice, ces diversités de phases minérales, comme illustré sur la lame mince à votre gauche, induit l'existence d'un réseau de porosité interstitielle plus ou moins développé en fonction du type de silicite. Celui-ci permet la circulation de solutions aqueuses ioniquement chargées jusqu'au cœur de la silicite. Aux interfaces solides solutions aqueuses, on observe des recombinaisons élémentaires qui induisent des recristallisations minérales, soit des différentes phases de la silice, suivant la suite minérale opale, silice fibreuse, quartz, et toujours dans ce sens, soit la migration d'éléments chimiques, notamment le fer, qui pénètre ou s'extrait de la matrice en fonction des contextes sédimentaires. Toutes ces transformations sont continues dans le temps et dans l'espace, mais leur cinétique dépend du milieu de résidence. L'observation systématique de ces phénomènes et les mécanismes qui les conditionnent font l'objet de travaux depuis le milieu des années 2000 et ont conduit certains d'entre nous à proposer le concept de chaîne évolutive des silicites. Ce concept, à l'heure actuelle jamais démenti par les analyses naturalistes interobservateurs, stipule qu'il est possible de différencier le dernier lieu de résidence, ce qu'on appelle un gîte, d'une silicite avant sa collecte par l'homme. Ainsi, une même famille de silicites ou types génétiques, comme par exemple le turonien inférieur de la moyenne vallée du Cher, se déclinent en différents types gîtologiques qu'il est possible de déterminer par leur signature physique et chimique. Rappelons que les silicites constituent l'essentiel des industries lithiques, industries qui elles-mêmes forment une grande part des vestiges paléolithiques arrivés jusqu'à nous. Appliqués au matériel archéologique au moyen de différents outils d'analyse, de l'œil nu au synchrotron, en passant par le microscope optique, le MEB ou la spectroscopie Raman, notre approche dynamique des études pétrographiques, on parle dès lors de pétrologie, autorise ainsi à mieux identifier les lieux de collecte. Lors de l'étude de vestiges archéologiques, il s'agit donc de définir les différents types gîtologiques des silicites qui correspondent à autant de lieux de collecte, puisque le travail du pétroarchéologue n'est pas seulement de retrouver l'origine stratigraphique d'une silicite, mais bel et bien l'emplacement précis de sa collecte au temps préhistorique, un emplacement qui est parfois très éloigné du gîte primaire. Donc la définition de la diversité des silicites retrouvés sur un site permet de définir des lithoespaces. Le lithoespace d'un niveau, pour lequel la mise en place des dépôts est bien connue, est l'espace géographique défini par l'étendue maximale esquissée par l'origine des matières premières retrouvées dans ce niveau. Par extension, le lithoespace d'un site correspond à l'étendue maximale esquissée par l'origine des matières premières retrouvées sur ce site. Ce lithoespace est représenté de manière brute sous la forme d'égo-réseau, c'est-à-dire sous une forme rayonnante centrée sur le site, comme c'est le cas ici, en haut à gauche. Il peut également être interprété sous la forme d'aplat englobant l'ensemble des gîtes, c'est-à-dire comme une forme pleine, comme présenté ici à droite. Nous verrons par la suite que ces modes de représentation révèlent de conceptions différentes de l'espace. Pour autant, ce lithoespace, ou ces lithoespaces, ne représentent pas les territoires pour différentes raisons. 1. Il ne considère pas les mécanismes sous-jacents relatifs à la présence des matières sur les sites, c'est-à-dire l'acquisition est-elle directe ou indirecte, induisant une mauvaise estimation de l'espace réellement exploité par un collectif donné, si tant est que nous arrivions à définir les limites spatiales et sociologiques de ce collectif. 2.
Il représente une vue tronquée de ce que pourrait être le territoire, au sens économique et donc nécessairement moderne de ce terme, puisqu'en fait il se fonde uniquement sur une partie des vestiges, donc ici les silicites, et plus largement, même en intégrant l'ensemble des vestiges matériels parvenus jusqu'à nous, que ce soit les coquillages, les colorants ou d'autres indices spatiaux, de nombreuses catégories de vestiges demeurent manquantes. Enfin 3, il demeure centré sur un niveau ou sur un site donné, donc on parlera de représentation cytocentrée, ce qui pour des peuples réputés mobiles est assez paradoxal. Un seul site, et par conséquent un seul lithoespace, ne peut donc pas définir un territoire. Mais alors, qu'est-ce qu'un territoire? En latin, le mot territorium, qui est rarement employé avant le XVIIe siècle, signifie l'étendue de la terre sur laquelle vit un groupe humain. Au XVIIIe siècle, ce mot entre dans les langages administratifs et juridiques comme la collectivité qui relève de la juridiction et de l'autorité d'un État, reprenant en fait le sens latin du jus terrandi, le droit de terrifier. Ce n'est en fait qu'à partir du XXe siècle que les sciences naturalistes, notamment l'ornithologie, s'emparent de ce terme qui désigne l'espace de vie d'un animal dont l'accès est interdit à d'autres individus, y compris ceux de sa propre espèce. En France, depuis les années 1960, le terme de territoire est commun dans le langage administratif en lien avec le développement des projets d'aménagement nationaux et dans le droit en tant que synonyme des subdivisions administratives de l'État. Et bien qu'il soit présent dans le discours de certains géographes humains, comme Demangeon dès 1940, ce terme est peu utilisé par les géographes et n'a vraiment été introduit dans les sciences sociales qu'à partir de 1980, jetant en fait les bases d'une nouvelle branche de la géographie sociale. Alors cette nouvelle géographie définit le territoire comme étant un objet géographique qui s'exprime et se représente au travers de la conception du monde et de la structuration de l'espace par les sociétés. Il se définit selon 4 dimensions, la dimension collective, c'est-à-dire l'insertion de l'individu dans le groupe social de référence, la dimension politique, c'est-à-dire le mode de découpage et de contrôle de l'espace, la dimension symbolique, traduite en tant qu'ensemble des valeurs patrimoniales partagées par le groupe social de référence, et 4, la dimension historique, qui correspond à l'inscription temporelle du territoire, illustrée par la stabilité de certains lieux dont la valeur sociale ne varie pas avec le temps. On le voit bien, le territoire est un concept éminemment social, dépendant de valeurs partagées par un collectif et construit par les interconnexions entre lieux signifiants dans un espace donné. Alors dans la pensée occidentale sédentaire et moderne d'un espace, le moindre fragment de terre appartient et est géré par une personne physique ou morale sans qu'il n'existe en théorie de zone vide à l'échelle du territoire d'un groupe qui est en fait perçu comme la somme des possessions individuelles. Ce découpage de l'espace, approprié puis rétro-induit par le système politique étatique, est illustré par les plans cadastraux où chaque parcelle est nommée et appropriée, et plus encore par le système de coordonnées cartésiennes dont le GPS est l'aboutissement, puisque chaque point de l'espace est nommé selon un système de coordonnées à 3 dimensions, x, y, z. Or, cette structuration de l'espace diffère totalement de celle des peuples mobiles actuels et subactuels, qu'importe leur système économique. Cette opposition, nécessairement manichéenne au vu des modes d'occupation de l'espace, recouvre pourtant une réelle différence en termes cognitifs dans la structuration de l'espace entre population sédentaire et population mobile. Au sein des territoires nomades, aux lieux nommés correspondant à des points d'intérêt reconnus qui permettent la territorialisation, répondent des itinéraires sans aucun statut. Les vides, situés en dehors des itinéraires réguliers ou des lieux identifiés, sont des parties qui ne sont parcourues qu'occasionnellement et sont en apparence comme en dehors du territoire. Le vide n'est donc pas seulement le fait d'une carence historiographique ou de lacunes imposées par la géomorphologie, c'est un des principes de l'organisation de l'espace des collectifs mobiles. Alors, comme figuré sur votre droite, l'une des illustrations les plus flagrantes sont les songlines des aborigènes australiens. Dans ces champs, qui servent de carte mentale, chaque lieu nommé correspond à un vestige du temps du rêve, lié par tout un faisceau de routes correspondant aux itinéraires suivis par les ancêtres. Les parcours aborigènes répètent ces cheminements dans un espace hautement symbolisé, puisque de cette récurrence de pratique dépend la survie du monde. Ce type de représentation cognitive de l'espace correspond au réseau de lieux, tel que récemment proposé par De Barbieux. Or, ceci recouvre un intérêt particulier dans nos manières d'appréhender les comportements spatiaux en archéologie préhistorique. Alors, d'une part, car les peuples que nous étudions sont réputés mobiles, donc ayant une conception de l'espace diamétralement opposée à la nôtre,
et puis d'autre part car la gestion de l'espace n'est pas aléatoire mais très organisée, à partir de lieux dont le statut est privilégié et qui s'organisent sous forme de réseaux. Or, depuis une quinzaine d'années, notamment sous le poids grandissant des réseaux sociaux numériques, différentes méthodes d'analyse de réseaux ont été mises en place. Si les outils et les concepts sont de plus en plus formalisés, en réalité, les réseaux sont présents depuis très longtemps dans de nombreux domaines des sciences, de la cristallographie la plus élémentaire à la virologie, en passant par la logistique des transports, comme l'illustre le plan du métro de Paris qui est un parfait exemple de réseau pondéré, la linguistique ou encore la chimie, puisque les formules développées des molécules que l'on apprend au lycée sont aussi des réseaux. Mais alors, qu'est-ce qu'un réseau? Un réseau, c'est un objet mathématique simple qui relie des nœuds par le biais de liens. En préhistoire, comme dans de nombreux champs de recherche, nous avons l'habitude de travailler sur les nœuds. Ce sont nos objets d'étude que l'on cherche à définir par un certain nombre d'attributs sous forme de tableaux de description. Par exemple, ici, nous avons un ensemble de bonhommes présentant des couleurs, des coiffures et des bas de visage distincts. Mais à la place de ces individus, on pourrait mettre des vestiges lithiques, des vestiges phoniques, voire même des sites. Alors, les regroupements, qui permettent de créer des ensembles, sont fondés sur la prise en compte d'un nombre variable d'attributs pondérés, comme par exemple ici, sur la couleur. Les typologies, quelles qu'elles soient, répondent en fait de cette logique dite d'identification. L'intérêt est donc porté sur les termes, sur les nœuds. En analyse de réseau, l'intérêt n'est plus porté sur les termes, mais sur les types de relations entretenues entre les différents termes. On parlera ici de logique relationnelle. Ainsi, ce ne sont plus des tableaux de données qui permettent les définitions, mais des matrices symétriques de données, donc des termes à terme. Ces analyses permettent de tester l'homogénéité des ensembles par le biais de tests de coprésence ou de similarité et de discuter de la place des nœuds dans le réseau par le biais de calculs simples. Dans le cadre de cette présentation, nous traiterons seulement de la structure des réseaux et nous n'aborderons pas les tests de cohérence d'ensemble. Dans les analyses de réseau, la taille des nœuds, qui ici sont toujours nos bonhommes, est dépendante de leur place dans le réseau. Ainsi, plus le nœud est gros, plus il a d'importance en fonction de la variable calculée. Dans cette présentation, nous utiliserons deux types d'analyse, le degré de centralité et le degré d'intermédiarité. Le degré de centralité, ou centralité d'un nœud, est défini en fonction du nombre de liens incidents à ce nœud, c'est-à-dire qu'un nœud a d'autant plus d'importance au sein du réseau qu'il présente un nombre élevé de liens vers d'autres nœuds. Ainsi, plus un réseau présente un nombre important de nœuds avec un fort degré de centralité, plus le réseau est dense et donc stable. Les nœuds les moins centralisés sont quant à eux en marge du réseau et participent peu à sa structure. Le second indice que nous allons utiliser est le degré d'intermédiarité, ou alors ce qu'on appelle le betweenness. L'intermédiarité d'un nœud est définie par le nombre de liens passant par ce nœud sur le nombre total de liens du réseau. Les nœuds avec une intermédiarité élevée, donc proche de 1, sont considérés comme contrôler le flux entre les nœuds car ils sont situés à l'intersection de différents ensembles. C'est typiquement le cas des feux les plus gros sur le schéma de droite. L'intermédiarité permet d'identifier les limites des clusters, ou ce qu'on appelle les ensembles, présents dans le réseau. Alors c'est par exemple ici les ensembles bleus et jaunes. Ainsi, les feux à forte intermédiarité jouent un rôle de passerelle au sein du réseau, et s'ils disparaissent, alors les ensembles ne sont plus liés. Dès lors, plus un réseau a un grand nombre de nœuds avec une forte intermédiarité, plus le réseau est segmenté en petites entités autonomes. Alors de nombreux réseaux existent en archéologie, mais ceux-ci sont en fait rarement analysés et sont seulement considérés comme un mode de représentation de la donnée. C'est typiquement le cas des diagrammes stratigraphiques, les nœuds étant des US, dont les relations sont caractérisées par des types de liens distincts. Il en va de même pour les tanglegrammes de Höder, qui sont une représentation augmentée des chaînes opératoires, ici illustrée pour la poterie de Çatalhöyük. Enfin, les représentations de circulation des matériaux sous forme de circulation de flux sont également des réseaux, mais ici encore, ces réseaux ne sont pas analysés. En fait, il faut attendre le milieu des années 2010 pour qu'émergent de véritables analyses de réseaux, notamment en archéologie classique et notamment pour l'Antiquité. Et nous citerons par exemple ici les travaux de Karl Knappett, de Matt Peoples, de Tom Brantingham, ou bien encore d'Hélène Collard. Pour autant, leur application à l'archéologie reste très rare.
Nous présenterons ici deux exemples relatifs au laborien. Le premier concerne une analyse techno-économique pour les deux niveaux laboriens de Port-de-Peine dans la moyenne vallée du Lot, et le second étend les problématiques de structure de réseau à l'ensemble de ce technosystème. Pour les deux niveaux identifiés, les analyses ont permis de mettre en évidence 37 types gitologiques différents de silicites. Alors, comme figuré sur la carte à votre droite, ils illustrent autant de lieux de collecte distincts, dont certains situés à plusieurs centaines de kilomètres. C'est par exemple le cas d'outils en silex de Chalosse, de Saintonge, de la vallée de la Garonne, ou bien encore plus surprenant, de la vallée du Rhône. Mais, afin de comprendre l'agencement dans l'espace des comportements techniques, nous avons utilisé les outils d'analyse de réseau en considérant les gîtes identifiés lors de l'étude comme les nœuds du réseau. Un résultat marquant est la mise en évidence par la combinaison des analyses pétro-archéologiques, techno-économiques et réticulaires d'un comportement de type pionnier dans l'ensemble inférieur de Port-de-Paix. En effet, nous avons reconnu un apport à près de 90% de matériaux de Saintonge, introduits comme blocs préformés pour la confection d'objets du quotidien. En outre, l'analyse de réseau montre un renforcement de l'implantation régionale, comme vous pouvez l'observer sur la carte à votre droite par la complexification du réseau de matériaux dans le niveau supérieur. Ces trois caractères sont classiquement ceux d'un comportement de type pionnier. 1. L'apport massif de matériaux lointains. 2. La mise en place de solutions techniques pour le transport de ces matériaux. Et surtout 3. La présence d'une phase de consolidation du réseau régional. Afin de sortir de la perspective cytocentrée et de mieux comprendre les modalités de structuration de l'espace laborien, nous avons alors décidé de modéliser le réseau de circulation des matériaux avec l'intégralité des données à notre disposition. Alors, nous rappelons ici brièvement que le laborien est un technosystème de la fin du Paléolithique supérieur, identifié dans une grande moitié ouest de la France par 39 sites, qui sont ici représentés sur la carte par des points rouges. Ce technosystème est scindé en deux ensembles chronologiques, le laborien ancien, qui prend place entre 12,5 et 11,5 KA-CalBP, est connu pour contenir des pointes de la Mallory, et puis le laborien récent, entre 11,5 et 11 KA-CalBP, qui quant à lui présente un type d'armature bien particulier, les pointes des blanchères. Dans le cadre de ce travail, nous avons considéré le laborien dans son ensemble, d'une part car les données chronotypotechnologiques ne sont pas de qualité égale pour tous les sites, et puis d'autre part car les données de matériaux disponibles montrent la pérennité des espaces fréquentés, certes selon des modalités différentes, mais durant toute la période. Il s'agit donc d'une modélisation réticulaire spatiale de tout le laborien, prenant en compte l'ensemble des indices de lieux connus. La somme des égaux réseaux de tous les sites laboriens permet de mettre en évidence le lithoespace tel que nous le connaissons pour l'instant. C'est en gros le cercle rouge pointillé sur cette figure. Le degré d'incertitude lié aux différences de résultats pétro-archéologiques est noté pour chaque site par des points de différentes couleurs, ce qui permet en fait de pondérer le réseau. Trois principaux points sont à souligner. 1. Deux ensembles semblent se distinguer. L'un centré sur le sud-ouest de la France, le second sur la marge orientale du Massif central. Le fait d'avoir des liens entre ensembles permet d'inscrire tous ces nœuds dans un même réseau. 2. L'étude de la centralité des nœuds montre que certains gîtes, qui sont les points noirs, sont surreprésentés dans les assemblages, alors même qu'aucun site archéologique n'est connu dans ces espaces. C'est typiquement le cas pour la Charente-Maritime, où nous avons figuré un point d'interrogation. Enfin, 3. La récurrence dans l'origine des matériaux, qu'importe le degré de certitude des nœuds, vient valider la solidité du réseau. C'est-à-dire que le degré d'intermédiarité des gîtes est relativement élevé. Seul un gîte, qui est situé dans le rectangle violet au sud d'Angoulême, présente un degré d'intermédiarité faible et est issu d'une analyse macroscopique. La solidité des nœuds bâtis à partir de ce point se doit donc d'être gardée à l'esprit lors des modélisations futures. Considérant l'ensemble des lieux identifiés pour le laborien, donc les gîtes et les sites, nous avons entrepris deux types d'analyses de proximité. La première reprend les données de Wallon en 2006, considérant que l'étendue du territoire d'une bande ne dépasse pas les 30 km de rayon. Le réseau que nous avons créé, donc ici figuré à droite, met donc en lien tous les éléments distants de moins de 30 km les uns des autres. Il permet de mettre en évidence des ensembles denses et très stables. C'est le cas de la zone Périgord-Lot, qui forme un cluster très compact, comme le montrent les analyses de centralité. D'autres sont moins compacts, ou en tout cas présentent une structure rayonnante, avec des nœuds qui viennent stabiliser le réseau. C'est notamment le cas des sites en rouge dans le cluster auvergnat. D'autres clusters sont très isolés, à l'instar de la Gironde ou du nord du Cher. Enfin,
des nœuds restent isolés, bien qu'on pressente qu'ils fassent partie de même cluster, comme figuré en fait dans les ensembles bleus. Il en résulte que le réseau fondé sur les données de Wallon ne vient pas mettre en évidence des territoires, puisque nos clusters ne se répartissent pas selon ces paramètres, c'est-à-dire que les réseaux les plus stables dépassent un cercle de rayon de 30 km. C'est typiquement le cas pour le Périgord-Lot, en fait. En outre, le réseau est encore très fragmenté et n'est pas lié à l'échelle du lithoespace. Il s'avère donc que pour correspondre aux faits archéologiques, d'autres critères de définition doivent être pris en compte. En simplifiant et en étendant les analyses par proximité de points à un seuil de 80 km, correspondant en fait à la distance maximale relevée par Lewis Binford entre deux arrêts pour un même collectif, et en effectuant des analyses d'intermédiarité, il apparaît que des liens auparavant inexistants se créent et permettent la quasi-connectivité du réseau à l'échelle du lithoespace. C'est-à-dire que tout le lithoespace tel que défini auparavant est relié dans ce modèle. Les clusters ainsi créés permettent de différencier des ensembles économiquement signifiants lors des analyses. Pour autant, des zones enregistrées dans le registre archéologique ne sont toujours pas reliées. Elles attestent ici de vide dans nos données. C'est particulièrement le cas pour le sud du bassin parisien, qui, pour être relié à l'ensemble auvergnat, nécessite la prise en compte d'un seuil irréaliste de plus de 100 km entre deux points, au niveau de la grosse flèche bleue, ici, ce qui n'a jamais été observé ethnographiquement. Alors nous pourrions encore dire plein de choses sur ces réseaux, mais il apparaît déjà lors de ces analyses, et pour reprendre la célèbre phrase d'Alfred Korzybski, que la carte n'est pas le territoire. En effet, le processus cartographique dépend d'un très grand nombre d'acteurs dont la perception est toujours différente. La carte répond ainsi à des attentes édictées par un décideur, qui peut ici être le chercheur, qui parfois peut se confondre avec le créateur de la carte, en vue de la transmission à un public qui doit la décoder. Ce travail est donc obligatoirement simplificateur au vu de la complexité de ce qui définit un territoire. Ainsi, comment une carte peut-elle rendre compte de l'intime lien entre une société, surtout passée, et l'espace géographique qu'elle habite? Alors, quel territoire en préhistoire? Tant par ces outils, qui dérivent de l'analyse des réseaux sociaux, que par ces processus sous-jacents, le degré de mobilité ou l'agentivité, l'approche considérée dans cette présentation modifie notre perception de la spatialité en préhistoire. Pour des collectifs réputés mobiles, l'espace se construit comme un maillage constitué de plein d'itinéraires et de vides. Il s'avère donc nécessaire de considérer l'espace des collectifs préhistoriques réputés mobiles, non comme des espaces continus dans un monde discontinu, c'est-à-dire comme une mosaïque de territoires et de cultures, mais bien comme un espace discontinu fait de lieux privilégiés dans un monde continu qui se développe sous forme de réseau. Pour autant, puisque la constitution des territoires relève de procédés émiques, par essence inatteignables, il apparaît que les réseaux considérés ne sont pas des territoires. À la manière des fractales, leur structure et leur dynamique à différentes échelles de temps, d'espace et ou d'acteurs permettent toutefois de mieux comprendre les phénomènes passés, notamment techniques et spatiaux, que nous étudions, tout en jetant un regard critique sur nos propres pratiques. Ainsi, en étudiant les réseaux en accord avec nos données archéologiques, doit-on en fait encore chercher les territoires de la préhistoire? Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis toutefois désolé de ne pas pouvoir répondre à vos questions. Les réseaux numériques ont certes permis la diffusion de cette visioconférence et permettront que je réponde avec grand plaisir à vos éventuelles questions par mail, mais je ne pourrai pas ici en direct. Je vous remercie de votre attention. Alors voilà, après l'histoire, la géographie, visiblement. Je dois reconnaître que je suis particulièrement, je suis depuis une petite dizaine d'années l'évolution de la pétroarchéologie et du groupe qui s'est constitué et qui est en train de vraiment bâtir une discipline qui, au sens propre, au sens plein du terme. On en a là eu un très très bon exemple. Nous avons, oui, je regarde, nous avons à peu près 8 minutes de discussion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir tout de suite? Interroger un des intervenants? Bruno? Ah oui, avec plaisir, mais c'est pas pour forcément interroger un intervenant, c'est pour poser des questions aux collègues là qui sont intervenus aujourd'hui. Et à toi aussi, Catherine, sur la remarque de Vincent à la fin de sa présentation, même si je lui ferai un petit email, parce que moi, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu, cette idée qu'on ne pourrait peut-être pas définir de territoire en préhistoire. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez.
Alors, moi, en ce qui me concerne, c'est un mot que j'ai employé, j'emploie comme tout le monde parce qu'en fait, il est dans le langage courant. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un mot assez récent et c'est une construction. Il y a une connotation derrière politique qui me dérange, qui m'a toujours un peu dérangée. Voilà. Alors, si on parle de litho-espace ou, bon, évidemment, d'approche spatiale de l'utilisation des matières premières lithiques, ça ne me dérangerait pas d'éviter le terme territoire. Est-ce que quelqu'un d'autre a... Boris. On en revient aux lacunes de nos sources, hein, et Vincent, je pense, l'a bien dit au départ, c'est qu'il n'y a pas isomorphie nécessaire entre ce qu'il appelle litho-espace. Moi, personnellement, c'est un peu un gros mot pour moi, j'ai du mal à m'y faire, mais peu importe, le territoire d'approvisionnement, la zone d'approvisionnement, ou plutôt les réseaux d'approvisionnement, pardon Vincent, il n'y a pas forcément isomorphie entre cela et d'autres réseaux d'approvisionnement, voire des réseaux sociaux qui font intervenir l'échange. Mais j'avais quand même le sentiment que, par exemple, je ne veux pas trahir sa pensée, notre regretté ami Norbert Ojoula parlait quand même bien de territoire, par exemple au niveau de l'art, la découverte de Cussac sur la base simplement du style, il pouvait rattacher ça à un territoire où s'était exprimé une forme d'expression graphique au Gravétien qui pouvait être différente de ce qui se trouvait ailleurs. Alors, c'est Jean-Michel. Oui, tu as bien raison, Bruno. Tu mets le doigt sur la signification, mais tu mets le doigt aussi sur une de nos pratiques qui a été, comme le dit très bien Vincent, de ne pas faire la distinction entre la carte que l'on peut construire et effectivement le territoire au sens économique avec lequel il se réfère. Il montre aussi d'ailleurs la variabilité, puisque prenant ou un modèle sur Bob Whelan ou sur Lou Binford, il montre effectivement qu'on peut obtenir des cartes différentes. Et cette variabilité, c'est bien de cela dont il s'agit. Par ailleurs, je pense que nous comprenons aussi, comme il le dit, qu'effectivement, ces territoires, entre guillemets, tracés seulement avec les déplacements des matières premières, ne peuvent pas se substituer à des territoires de subsistance, par contre. Et pendant effectivement longtemps, jusqu'à la modernité de ces approches, on a les uns et les autres, moi le premier, utilisé le terme de territoire de manière, comment dirais-je, au titre du sens commun, mais pas nourri de la richesse et du substrat théorique qu'impose l'analyse de réseau que fait aujourd'hui quelqu'un comme Vincent Delvigne. Oui, mais ça te satisfait pas. Par contre, si, ça me satisfait, mais bêtement, moi, dans ma tête de paléanthropologue, j'avais à cœur d'essayer justement de mieux comprendre comment vous, mes collègues préhistoriens, vous définissiez, vous étiez capable de voir des territoires, justement. Mais je pense que ça n'empêche pas l'un et l'autre et que on peut toujours continuer à travailler de cette manière-là. Et la référence que tu faisais à l'art pariétal avec Norbert Ojoula, qui identifiait des styles, des manières de traiter formellement l'art figuratif ou d'utiliser des signes abstraits géométriques répartis dans l'espace, était là aussi l'émanation ou des parties de territoire. Et je pense que nous devons continuer à travailler avec ce qui est manipulable et qui nous est accessible, et dans certains cas, seulement à ce moment-là, proposer une structure plus robuste. Et là, je vois simplement que la formalisation sémantique, conceptuelle que propose Vincent, l'empêche, lui, aujourd'hui, d'utiliser la notion que nous faisons au sens commun de territoire dans ton travail. Il y a aussi l'objet étudié qui est différent. D'une certaine façon, la grotte ornée a quand même quelques avantages. Elle ne bouge pas. Donc, elle est vraiment ancrée, elle, dans un espace physique et ça doit rentrer en ligne de compte. Et l'objet étudié, effectivement, ce n'est pas la nature des matériaux et leur provenance, etc., ou leur qualité de taillabilité, etc. C'est aussi quelque chose de encore moins matériel
la façon de représenter telle forme de museau ou d'oreille ou des choses comme ça. Voilà. Je voudrais juste souligner ce que vient de dire Jean-Michel. Je crois qu'on a peut-être du mal aussi à accueillir tout ça parce qu'on est en train d'assister, et c'est une grande chance, à un véritable changement de paradigme dans ce domaine. Une fois que c'est dit, ça a l'air tellement évident. La carte aborigène là, que montrait Vincent, on la connaît tous. Mais encore fallait-il opérer ce changement de paradigme. Pour moi, c'est une révolution assez majeure dans notre conceptualisation des choses. Donc, il faut un petit temps peut-être pour s'y adapter. Écoutez, moi, je voudrais un peu intervenir parce que je suis un petit peu surpris. D'abord surpris de l'absence d'un auteur qui s'appelle Joël Bonnemaison, qui hélas est mort depuis trop tôt et qui était professeur à la Sorbonne, à Paris 4, et qui était professeur de géographie culturelle. Et qui est dans les années 80-90, je peux fournir biographie à qui veut, où il aborde effectivement les notions d'espace et de territoire, et il montre que la difficulté de rester dans des définitions extrêmement strictes, l'un, on pourrait simplement dire que l'un est la réalité matérielle et que l'autre est la réalité idéale, mais on voit bien que par moments, effectivement, il y a des intrications qui vont se poser. Et à partir de là, ces intrications, elles vont prendre sens dans le cadre du milieu dans lequel on parle. Voilà, donc il faut rajouter une étape supérieure. Mais voilà, tout ça, je veux dire que, bon, moi, j'ai été extrêmement intéressé et agréablement surpris par cette communication, car enfin, effectivement, on introduit un distinguo entre l'espace et le territoire. Maintenant, comme un certain nombre d'entre vous le disent, il ne faut pas forcément les opposer, mais comme diraient certaines personnes, il faut savoir d'où l'on parle quand on parle de l'un ou de l'autre. Voilà, c'est toujours la même chose. Il faut définir d'où l'on parle. Mais tous les termes sont bien définis et là, cette école s'est arrêtée. Alors là, oui, effectivement, je veux dire, la mort brutale de Bonnemaison a fait que ce domaine est tombé en désuétude. Mais je vous conseille de retourner à ces livres qui sont régulièrement publiés.